la collusion entre le Maroc et Israël s'affiche au grand jour au Parlement européen. Ainsi, une dépêche de l'agence d'information officielle marocaine MAP, datée de son bureau de Bruxelles, fait dire au Parlement européen, qui compte 751 députés, ce que 7 de ses membres issus du lobby maroco-sioniste espèrent pouvoir imposer à cette institution. Le Parlement européen réclame une intervention urgente de l'Union européenne, UE, pour mettre un terme à la répression en Algérie, titre la dépêche qui rapporte la teneur d'une lettre attribuée à plusieurs eurodéputés. Ils espèrent, selon la même source, attirer l'attention du haut représentant de l'UE pour la politique étrangère et la sécurité, sur la situation de la liberté de la presse en Algérie et les exactions commises à l'égard des journalistes. Les députés en question sont précisément au nombre de 7. Il s'agit de Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta et Salima Yambou de France, Anna Neumann d'Allemagne, Maria Arena de Belgique, Tine Strig de Hollande et Heidi Hautala de Finlande. Raphaël Glucksmann, au parcours politique sinueux, a été porté candidat dans la douleur par le Parti socialiste, et n'a jamais fait l'unanimité dans les rangs de ce dernier. On le comprend aisément lorsqu'on sait que, après avoir longuement chassé en terre néolibérale et atlantiste, il est, dès 2008, conseiller de l'enfant prodige de l'une des premières révolutions colorées, le président géorgien Mikhail Saakachvili, avant de trouver refuge dans une social-démocratie en perte d'identité. Bernard Guetta, journaliste de profession, est un ardent défenseur d'Israël. Quel crédit accorder au soutien de cette coalition à la cause de la liberté d'expression, lorsqu'elle vient en appui à un régime où les détenus d'opinion croupissent par centaines dans des geôles où ils retrouvent pour la plupart leur dernier refuge sous terre. Qu'il s'agisse d'Agdz, Kelat Megouna, Tazmamar, de Triste Mémoire ou encore de Derb Moulay Chérif, les centres de détention du royaume chérifien sont connus pour abriter des opposants ayant subi les pires tortures, avant d'être enterrés à proximité dans l'anonymat. Tazmamer, prison secrète, demeure dans l'histoire l'incarnation d'oppression politique qui n'a d'égal nulle part ailleurs. Que la MAP se fasse le relais et amplifie un événement insignifiant est l'expression d'une surexcitation, qui a pour seule motivation les succès extraordinaires du peuple sahraoui au sein de la communauté internationale pour l'exercice de son droit légitime à l'autodétermination. Par ailleurs, l'alliance du Maghreb avec les milieux sionistes œuvre à empêcher que l'Algérie retrouve les chemins de la stabilité, de l'ordre, des droits et libertés et de la croissance. C'est cela qui inquiète le plus cette alliance. Sinon, comment expliquer que le consul du royaume à Oran déclare honteusement être en terres ennemies, s'agissant d'un pays où les voisins marocains trouvent encore accueil et hospitalité? Dans un tout récent document de stratégie militaire intitulé « Pour une nouvelle stratégie de défense intégrée du Maroc », ces rédacteurs des forces armées royales écrivent, toute honte bue, un retour en arrière montre que les maux que vivait le Maroc ont commencé quand le sultan Moulay Souleiman ferma les portes du Maroc à toutes les relations avec l'Europe, qui se faisait essentiellement via la mer, et décida de s'orienter vers l'Est, pour des raisons religieuses et culturelles, et décida d'offrir les unités navales de l'Empire à l'Algérie et la Tunisie, relevant jadis de l'autorité de la Sublime Porte à Istanbul. C'est vers Tel Aviv se tourne désormais le royaume pour relayer ses plus viles campagnes contre son voisin. Et le sioniste Netanyahou et son acolyte Gantz, qui s'apprête à spolier l'ensemble de la vallée du Jourdain sans doute pour sceller le pacte honteux du Maroc, dont le souverain et président fantôme il est vrai, du comité et il code, ont nommé pas moins de 10 ministres d'origine marocaine. Nous reviendrons plus en détail sur cette menace à nos frontières et de ce régime mercenaire. Le Maghreb et sa monarchie devenue un danger permanent pour notre pays. Les autorités marocaines, à l'instigation d'André Azoulay, conseiller de la monarchie depuis 40 ans et probable agent du Mossad, tentent de maintenir la fiction d'une communauté juive marocaine expatriée, à 99,5% tout de même, restée fidèle à son ancienne patrie. Cela aurait fait un pont supplémentaire entre le Maroc et les Israéliens d'origine marocaine. Or, il n'en est rien. Et cette fiction permet de couvrir les relations souvent clandestines d'une illusion de dialogue historique pour la paix et la coexistence. Dans cette optique, le Maroc s'enorgueillirait d'avoir 10 anciens Marocains dans le nouveau gouvernement sioniste. On a les fiertés qu'on peut, dont un ancien chef de Tsahal, dont on peut imaginer la haine vis-à-vis de tous les Arabes. Les autorités marocaines font preuve d'une belle naïveté, accoutumées qu'elles sont aux déclarations creuses et enflammées. Comment répondraient-elles, en effet, lorsqu'Israël exigera concrètement les milliards de dollars en contrepartie des biens prétendument extorqués aux Juifs marocains ayant quitté leur pays? De fait,
Le Maroc de Hassani a ouvert ses portes au Mossad et à l'agence juive dès 1961 pour permettre à des dizaines de milliers de juifs de quitter le pays pour Israël en se dispensant même d'avoir des documents administratifs. Dès cette date, le Maroc s'est tourné résolument vers la France et l'Amérique, applaudissant secrètement à la défaite de Nasser. Cette alliance incluait nécessairement le régime sioniste. En 1986, à l'instigation d'André Azoulay, Hassani y a reçu ouvertement et chaleureusement Rabin et Pérez qui étaient en train d'écraser l'intifada. Mais le peuple marocain reste profondément hostile à une normalisation officielle avec le régime sioniste. Alors, on l'habitue progressivement à la présence israélienne par la musique, orchestre andalou-israélien, les pèlerinages et la coopération agricole. À ma connaissance, le Maroc est le seul pays arabe qui a accueilli officiellement le projet Aladdin, monté par André Azoulay en 2012. Pour sensibiliser les populations musulmanes au drame de l'achat, en fait, pour produire de la sympathie pour Israël et interdire toute critique sous prétexte de résurgence de l'antisémitisme. Oui, des voix s'élèvent contre cette normalisation insidieuse mais, à mon avis, irréversible car le Maroc a besoin de l'Amérique, pour le Sahara notamment, et quand on a besoin de l'Amérique, il faut faire les yeux doux à Israël. Le Maroc et l'Algérie sont-ils condamnés à être des ennemis perpétuels ? C'était mal barré dès 1963 et la guerre des sables. À l'époque, le monde était divisé en deux camps antagonistes. L'Algérie du côté révolutionnaire et le Maroc fidèle à l'Occident. Des tentatives étaient faites par chaque camp pour déstabiliser l'adversaire, même au sein du monde arabe, soi-disant uni derrière la Palestine. Ces années de guerre idéologique plus que larvées ont planté le décor d'une opposition irréductible suite à l'affaire du Sahara occidental en 1975, avec les conséquences économiques, commerciale et humaine que l'on sait. Le problème, au fond, est celui d'une concurrence régionale acharnée pour empêcher que le voisin prenne de l'ascendant. À défaut de trouver un arrangement, chaque pays peut trouver son compte dans l'existence d'un ennemi extérieur. Ceci pour revenir aux propos du consul du Maroc à Oran. Un épiphénomène qui répond à la nature des relations en dents de scie, avec des pics, des hauts et des bas, mais sans aller à une solution extrême qu'aucun pays et la communauté internationale ne souhaiteraient. Le projet Aladdin, que je viens d'évoquer, fait partie de cet édifice qui terrorise les critiques en invoquant l'antisémitisme. L'Amérique et la plupart des pays européens ont adopté la définition de l'antisémitisme fournie gracieusement par un lobby judéo-sioniste et qualifiant d'antisémite toute critique excessive d'Israël. Que des médias marocains recourent à cette arnaque montre à quel point ils sont complices de système et incidemment de la normalisation. Dans cette affaire, on peut supposer que l'intérêt national ou le patriotisme les ait poussés à faire feu de tout bois et à reprendre à leur compte les méthodes les plus sournoises des sionistes. C'est pathétique. En tout cas, le lobby sioniste mondial a trouvé une parade extraordinaire avec l'antisémitisme pour donner un chèque en blanc à Israël. Figurez-vous que le mouvement BDS est quasiment interdit en Occident parce qu'il serait antisémite. C'est très grave. On l'a vu. Le régime monarchique n'aura rien à refuser à Israël. Mais il y a l'opinion publique nationale et arabe. Ça compte. Alors, on peut faire quelques gestes, en ayant par avance informé les pays amis que c'est juste pour la symbolique. Rappelons tout de même, quelle farce, que Hassani y a créé le comité Al-Qod dès 1969 pour préserver son caractère arabe et musulman. 50 ans après, 250 000 colons sionistes sont fortement installés dans les anciennes régions arabes entourant Al-Qod. Il y a d'abord cette présence d'un banquier juif international d'origine marocaine devenu au début des années 80, par quel canal? Moins conseiller du roi, Hassani puis Mohamed V. C'est lui qui impose en interne toutes les manifestations artistiques, religieuses, touristiques, communautaires, pour rendre normale la présence sioniste au Maroc. C'est lui aussi qui est à l'origine du projet Aladdin au Maroc. Mais à l'intérieur du Maghreb, il y a d'autres forces qui poussent le roi dans ce sens. L'ouverture économique à l'international du Maroc, qui n'existait pas sous Hassani, crée un lobby affairiste puissant favorable à Israël. On ne doit pas oublier que tous les grands milieux internationaux en matière de médias, de banques, de diplomatie, de publicité, de cinéma, sont fortement infiltrés par les sionistes. Tout ce monde possède un levier formidable sur le Maghreb et son roi. Je crois qu'on peut séparer l'Algérie des monarchies. Avec la première, c'est le conflit permanent et irréductible. Avec les secondes, cela dépend des périodes et des circonstances. Le Maroc a tout de même été pendant longtemps l'allié indéfectible de ces monarchies. Cela me paraît conjoncturel et peut-être dû aussi à un intérêt accru de la diplomatie marocaine pour l'Afrique subsaharienne. Le Maroc ne compte pas rappeler son consul à Oran avant le mois de septembre. En effet,
Le ministère marocain des Affaires étrangères vient de suspendre le mouvement d'affectation de ses fonctionnaires à l'étranger afin, explique-t-on, d'assurer le fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires du royaume durant la crise sanitaire mondiale. Le chef de la diplomatie marocaine a précisé, par ailleurs, que son département se contentera d'opérer certaines affectations nécessaires et limitées, lorsque les conditions internationales le permettront, en faisant savoir que le mouvement d'affectation des consuls généraux ne sera lancé qu'à partir de septembre, ce qui signifie que le consul du Maroc à Oran ne sera pas rappelé avant cette échéance. Nassé Bourita et Sabri Boukadoum sont-ils convenus de reporter le rappel du représentant marocain à cette date ou est-ce une nouvelle entourloupe du Magazine pour ne pas céder à l'exigence des autorités algériennes qui ont réclamé le départ du consul marocain après qu'il eut proféré des propos hostiles à l'Algérie, qualifié de pays ennemi? Selon des sources proches du dossier, le ministère marocain des Affaires étrangères n'a pas l'habitude de communiquer sur le mouvement des ambassadeurs et des consuls généraux avant que celui-ci soit effectif. Il n'y a donc pas de raison objective pour que Nassé Bourita se sente obligé d'informer l'opinion marocaine sur le report des affectations pour cause de pandémie, ajoutent ces sources, qui n'exclut pas que cette nouvelle sortie ait pour but de justifier le maintien du consul du Maroc à Oran en poste 4 mois supplémentaires pour que le Magazine n'apparaisse pas devant son opinion comme ayant plié face à la condition des autorités algériennes qui ont déclaré le consul marocain persona non grata. Certains observateurs s'interrogent sur la sortie incongrue du consul général du Maroc à Oran, un vieux routier de la diplomatie marocaine rompu au discours mesuré et réfléchi, qui a pourtant commis ce qui est censé être une grave faute professionnelle. Ces observateurs ne comprennent pas qu'un représentant marocain de ce rang tienne des propos aussi violents alors qu'il est filmé et qu'il se trouve à même la rue et non pas à l'intérieur du consulat couvert par l'extraterritorialité. Le Magazine a-t-il provoqué cette crise sciemment? L'Algérie acceptera-t-elle que le consul marocain soit maintenu jusqu'au prochain mouvement? Exigera-t-elle à nouveau son rappel ou l'expulsera-t-elle dans les jours à venir? Nous le saurons en septembre.